monsieur, bonsoir. Il y a ces réformes techniques et il y a des réformes qui en disent long sur l'état d'une démocratie. Et la réorganisation du Conseil national de la presse appartient clairement à cette seconde catégorie. Ce lundi, la Chambre des conseillers devait se prononcer sur un projet de loi dense et ambitieux, pensé pour corriger les lacunes du premier. Il faudra attendre avant le vote de nos conseillers, mais entre les lignes déjà, le débat révèle une question centrale. Où doit s'arrêter la régulation professionnelle et où commence l'intervention de l'État? Car si le texte donne au Conseil un pouvoir disciplinaire clarifié, il soulève aussi des préoccupations légitimes. 1. Baisse de représentativité. 2. Déséquilibre entre journalistes et éditeurs. 3. Crainte d'une dérive administrative d'un organe initialement conçu comme indépendant. Et 4. Dénonciation par plusieurs organes, pour ne citer que la FIJ ou le SNPM, d'un dialogue jugé insuffisant. Le projet veut, cela dit, professionnaliser la distribution des cartes de presse, il veut renforcer aussi la lutte contre les fake news, encadrer les médias en ligne et clarifier les voies de recours. Mais il incarne un dilemme global. Comment renforcer la gouvernance du secteur sans fragiliser l'autorégulation? Et comment accompagner économiquement nos médias sans créer de dépendance? Comment combattre la désinformation sans brider l'expression? À l'heure où le CESE, Conseil économique, social et environnemental, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, les syndicats, les éditeurs, beaucoup alertent sur les risques d'un déséquilibre, le Parlement détient plus qu'un texte, il détient un signal sur l'avenir du modèle marocain de liberté d'informer. C'est dans ce contexte que le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a tenu à rassurer devant les conseillers lundi. 80% des observations du CESE et du CNDH ont été intégrées dans les amendements du projet de loi, a donc tenu à rassurer Mohamed Mehdi Ben Saïd. Mais cette réforme ne réussira que si elle reste fidèle à sa promesse initiale, à savoir une autorégulation forte, représentative et indépendante, alignée d'ailleurs aux standards internationaux et réellement portée par les professionnels et pour les professionnels du secteur. Et j'ai le plaisir d'en accueillir deux aujourd'hui qui ont accepté l'invitation de Questions d'Actu. Je ne vous cache pas que ce n'était pas chose facile, beaucoup se sont désistés, mais nous avons quand même avec nous deux représentants du secteur des médias, deux journalistes, d'abord en plateau de Questions d'Actu. C'est un plaisir renouvelé de l'accueillir. Il s'agit du directeur de publication du site yabiladi.com, Mohamed Zouar. Bonsoir. Bonsoir, merci Bienvenue. pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous aussi une consoeur depuis Casablanca, les directrices de publication de Express TV, Najiba Jalal. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous, de répondre à nos questions. L'exercice n'est pas simple parce que nous posons les questions généralement en tant que journalistes. Alors, d'abord, Mohamed Zouar, une version révisée du projet de loi 26-25 de la réforme du Conseil national de la presse est présentée à la Chambre des conseillers. Pour quelles raisons, selon vous? Pour quelles raisons au niveau législatif? Alors, il faut retracer un petit peu le... Pour quelles raisons elle est révisée déjà? Parce qu'il y en a une qui est passée en juillet à la Chambre des représentants, donc elle a été révisée. Alors, le Conseil national de la presse existe depuis 2018. Il est arrivé en fin de mandat en 2022, et donc le ministre de la Communication, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, a désigné une commission provisoire pour résoudre le dilemme dans lequel on était, puisque normalement il devait y avoir des nouvelles élections pour le Conseil national de la presse, pour le renouvellement du mandat du Conseil national de la presse, qui, au départ, dès le départ, était basé sur des élections, une moitié pour des éditeurs, des patrons de presse, une moitié pour des journalistes, et puis évidemment aussi une autre partie qui était désignée, qui représentait des institutions comme le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, ou d'autres, la justice, les avocats, etc. Cette loi vise justement à assurer cette continuité, puisqu'il y a eu une sorte de blocage de la part du président sortant du Conseil national de la presse. Et donc, Mohamed Mehdi Ben Saïd a chargé cette commission provisoire d'élaborer des recommandations sur lesquelles le ministère s'est basé pour faire un projet de loi. Ce projet de loi vise à revoir complètement le mode de
j'allais dire, de désignation des membres de ce Conseil. Enfin, désignation et vote aussi. Hein, alors, il y a aussi un vote. Alors, justement, on va rentrer dans le détail. C'est la désignation. Le mode de représentation de cet organe d'autorégulation. D'abord, cette loi a dû passer, évidemment, au niveau de la Chambre des représentants. Elle a été votée, puisque la coalition gouvernementale a la majorité, et donc même s'il y avait une opposition de la part notamment des partis d'opposition, ou de certains partis d'opposition, il y a eu un blocage, et donc elle est passée en deuxième lecture à la Chambre des conseillers, où des amendements peuvent venir enrichir, modifier cette loi, notamment parce qu'il y a énormément d'opposition vis-à-vis de cette loi, que ce soit les syndicats de journalistes, il y a le SNPM, l'UMT, la CDT, mais aussi des organes représentatifs des médias, la Fédération marocaine des éditeurs de journaux et d'autres associations. Il y a eu aussi des remarques, des points qui ont été soulevés par le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil économique, social et environnemental. Et malheureusement, il y a une sorte de minorité de blocage, alors qu'il y a une majorité d'institutions, de personnes du secteur qui sont opposées à la désignation ou bien le vote, ou en tout cas la représentation de cet organe d'autorégulation. En complément, en complément à ce que vient de préciser et de développer Mohamed Zouark, Najiba Jalal, cette réforme, est-ce qu'elle renforce réellement l'autorégulation du Conseil national de la presse, ou elle introduit davantage d'ingérence institutionnelle? Écoutez, moi je pense sincèrement que ce que vient d'expliquer mon confrère par rapport à ce petit historique, il a juste omis d'expliquer les choses. Je pense qu'il me donnera raison. La vraie malédiction de ce projet de loi n'est pas le texte de loi en lui-même. D'ailleurs, sur ce texte révisé, le texte de loi a intégré tout ce qui a été conseillé, préconisé par le CNDH et par d'autres institutions. Et donc, sur les 97 dispositions, il n'y a aujourd'hui discussion que sur 2 dispositions qui reprennent notamment le mode de désignation et de vote. La vraie question aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut discuter, parce que si on veut avancer, il faut revenir au fait que l'organisation de la presse au Maroc est d'abord un enjeu de souveraineté. Donc il est très important de pouvoir expliquer à tout le monde que le mix indépendance, professionnalisme et confiance est important. Et il n'est pas normal qu'on puisse être bloqué parce qu'on est là juste en train de discuter sur le mode de choix des personnes qui vont être au CNP. Moi, c'est important quand même, Najiba Jalal. C'est quand même important, parce que c'est d'ailleurs, vous avez évoqué le CESE et le CNDH. Dans ces avis de ces 2 institutions, on pointe notamment le Conseil économique, social et environnemental, l'asymétrie entre le vote des journalistes et celui des éditeurs. Donc il y a clairement un problème de représentativité au sein de ce Conseil. Le souci par rapport à la question, en toute honnêteté, par rapport à la question des éditeurs, parce que là, je ne sais pas pourquoi on veut absolument donner à l'éditeur juste l'image de l'entrepreneur. Non, l'éditeur est d'abord un journaliste. Et une entreprise de presse a bien ses droits aussi. Est-ce que tous les éditeurs sont journalistes? Est-ce que tous les patrons de presse aujourd'hui sont journalistes? Najiba Jalal. Pratiquement tout le monde. Vous le confirmez? La majorité, on a des exceptions. On a quelques exceptions. Mais la majorité des éditeurs, c'est d'abord des journalistes. Donc, le choix qui se rapporte au nombre de salariés, moi, je pense réellement que ça donnerait un peu plus de représentativité aux entreprises de presse. D'un autre côté, on le sait, on ne peut pas fermer les yeux sur le phénomène des entreprises de presse qui ont poussé comme des champignons, et où on se retrouve avec un seul journaliste qui va simultanément être directeur de publication, directeur de rédaction et de journaliste. Ce qui rend les choses un peu plus difficiles et ce qui rend ce choix assez sensé. Parce que si l'on veut aujourd'hui un CNP fort
capable d'assumer sa fonction, non seulement de régulation du secteur, mais aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est sa fonction politique sur la scène internationale. Chose qui n'a malheureusement pas été considérée lors de la première version du CEP. C'est un peu normal, ce n'était que, je dirais, la version bêta. Mais franchement, moi, les nominations, c'est pas ce qui dérangerait le plus. Maintenant, pour le scrutin des journalistes, je sais que les syndicats ont réagi par rapport au fait du choix du scrutin uninominal et que d'ailleurs, moi, mes confrères, beaucoup de mes confrères pensent que ça serait plutôt un modèle plus cohérent avec des élections professionnelles et qui ne ressemblerait pas et qui ne devrait en aucun cas ressembler à des élections politiques. Parce que si, je ne sais pas si mon confrère me confirmera, mais en tout cas, mon expérience avec la première version CMP, la chose qui me dérangeait le plus ou qui bloquait un peu plus les choses, c'est justement cette image ou cette présence d'organisation de partis politiques, d'organisation politique à l'intérieur d'une institution qui n'est pas censée du tout jouer le rôle de parti politique. Voilà. Très bien. Je voudrais rajouter une chose. La question n'est pas de savoir si l'éditeur lui-même est journaliste ou pas. Effectivement, la majorité des éditeurs sont des journalistes. On l'a vu dans la vidéo de Hamid Mehdaoui, qui d'ailleurs a créé le scandale et qui a révélé en fait les dysfonctionnements autour du Conseil national de la presse, de cette commission provisoire et de ce projet de loi. Alors c'est pas lui, c'est les vidéos qu'il a publiées, qui ont justement créé la polémique et mis la lumière sur une affaire qui le concernait. Sur une affaire qui le concernait, tout à fait. Au sein du comité d'éthique de cette commission provisoire et donc du CNP, ex-CNP. La réalité, c'est que les journalistes, les syndicats, les éditeurs critiquent ce projet de loi qui a été fait sans concertation, avec une seule association, avec un nombre restreint d'acteurs du secteur, avec très peu de journalistes ou pas du tout de journalistes, et c'est ça qu'on critique. Et c'est ce qui fait que ce projet de loi ne satisfait quasiment personne. Et c'est pour ça qu'il y a eu une opposition, une levée de bouclier très forte. Les éditeurs. À part une association d'éditeurs. À part une association, voilà. pas la deuxième. Voilà. Mais c'est ça aussi. Et c'est l'association d'éditeurs qui est membre de la commission. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accointance entre le ministère et une association qui fait que les autres acteurs et les syndicats de journalistes ont été un peu écartés. Donc il y a un problème originel au niveau de ce projet de loi. Il faut que les téléspectateurs le comprennent. Donc la question, c'est pas de savoir si l'éditeur est journaliste ou pas. L'entreprise de presse, évidemment, a toute sa place dans un Conseil national de la presse, puisqu'elle est elle-même, elle sera, vous avez parlé tout à l'heure en introduction du pouvoir de sanction. Ce pouvoir d'arbitrage ou de sanction, il va évidemment impacter. D'ailleurs, El Mehdaoui a été sanctionné, il est à la fois patron de presse et journaliste. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pouvoir de sanction qui a été augmenté, est une menace pour les journalistes, mais aussi pour les entreprises de presse. Nous, ce qu'on critique, c'est tout le processus qu'il y a eu, qui a fait qu'une partie a été exclue, une grande partie a été exclue. On a un projet de loi qui, au départ, et qui encore, malheureusement, maintient des articles qui sont surprenants, pour ne pas dire plus, étonnants. Pourquoi ne pas continuer exactement la même formule qu'avant, à savoir des élections à la fois pour le corps journalistique, le collège des éditeurs, et avoir une équité 50-50, c'est ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, ça change complètement, et vous l'avez souligné dans votre question, il y a un déséquilibre. On se retrouve avec ce projet de loi où il y a 7 journalistes. Et 19 membres. Voilà. Alors, 7 journalistes, 7 éditeurs et 2 sages, qui sont en fait des éditeurs aussi. 9 éditeurs. Voilà. 7 journalistes, 9 éditeurs. Tout à fait. Et le ministre a précisé, a dit que parmi les 9, en fait, il y avait 2 sages, mais qui sont des éditeurs. Bah oui. Donc en fait, vous avez 9 éditeurs qui, en plus,
c'est plus des élections, c'est un mode de désignation, avec des conditions qui sont quand même assez étonnantes, où le chiffre d'affaires commence à être, devient un élément qui validerait la désignation d'un éditeur. On se retrouve avec une majorité d'éditeurs et très probablement, comme cette commission provisoire, des éditeurs qui seraient issus que d'une seule association. Elle est où la pluralité ? Elle est où cette démocratie et ces gains qu'on a pu avoir en 2018 avec cette autorégulation, organe d'autorégulation inscrit dans la Constitution, un conseil qui permet justement au corps journalistique de s'autoréguler avec une institution, avec un arbitrage pour éviter d'arriver justement au niveau de la justice à chaque problème interne, etc. C'est là où en fait il y a une crise profonde depuis 3 ou 4 ans, en fait, en réalité. Et là, ça a éclaté, effectivement, avec cette vidéo scandaleuse qui montre combien... c'est un véritable gâchis. C'est-à-dire qu'on avait un organe avec ses défauts, le Conseil national de la presse, qui, d'une certaine manière, était quand même un gain pour la profession et pour le pays. Il faut savoir que des institutions marocaines allaient justement sont allées présenter ce Conseil national de la presse au niveau des institutions internationales, comme à Genève par exemple, pour dire le CNP, c'est un organe d'autorégulation. Nous n'avons plus de ministère de la communication qui délivre des cartes de presse, qui va lui-même réguler, non pas autoréguler, réguler ce secteur. Aujourd'hui, en 2018, nous pouvions être fiers de cette institution nouvelle, aujourd'hui qu'on est en train, d'une certaine manière, de démonter ou de vider de sa substance, malheureusement. Alors, en parlant de vider de sa substance, tout à l'heure, Najiba Jalal, vous évoquiez des voix politiques. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur les voix de la société civile. Pourquoi, dans sa nouvelle mouture en tout cas, ce Conseil, et d'ailleurs, même le Conseil économique, social et environnemental, estime que la nouvelle composition réduit la voix de la société civile. Comment finalement garantir, et je vais revenir sur la pluralité, cette pluralité des voix au sein de ce Conseil national de la presse? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir aussi, on ne va pas réinventer la roue, on peut voir un peu les exemples en France, voir des exemples aussi au Danemark, d'ailleurs un exemple très réussi. C'est pratiquement le même schéma à quelques différences près. Bien sûr, il y a des petites différences, mais l'objectif premier est un peu l'autorégulation des professionnels du secteur. Donc c'est leur présence qui est importante. Franchement, moi, je reviens sur ce qu'a dit M. Zouak, où il parle de projet de loi qui a été fait uniquement par une association en concertation avec M. le ministre. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas s'il a accès à tous les détails, mais la commission provisoire a été en charge de prendre des notes de chacun des syndicats, de toutes les autres organisations, y compris l'association des éditeurs, et a soumis avec bien sûr une note reprenant un peu le parcours des 4 précédentes années. Et c'est sur cette base-là que le projet de loi a été rédigé. Maintenant, ma conviction profonde est qu'il y a une très mauvaise compréhension de ce qui vient à l'intérieur de ces dispositions. Le projet vise réellement, moi je l'ai lu, je l'ai relu, le projet vise réellement à protéger et structurer toutes les entreprises. Et combien même on parlerait un peu de représentativité en fonction du nombre de salariés. Moi je pense qu'il y a aussi un élément très important qui est la parité qui a été pris en charge et qui est pris en considération. Vous avez également, et je pense que ça sera fait aussi, la nomination, parce qu'il n'est pas dit que c'est l'entreprise qui a ce nombre de salariés et de chiffre d'affaires qui va elle-même siéger. Ils peuvent éventuellement nommer selon l'indicateur que leur confère leur situation, qui vont choisir d'autres profils. Donc je ne vois vraiment pas où il y a cette absence d'autres institutions ou d'autres... Donc, vous pensez que ce nouveau processus de nomination protège réellement l'indépendance du média? Et aussi, est-ce que ce nouveau système d'attribution garantit plus
de transparence. Écoutez, ça va certainement nous aider à créer un secteur robuste, capable d'une compétitivité. Qu'est-ce que vous appelez un secteur robuste, Madame Jalal? Madame, je suis très curieuse en tant que journaliste. Je suis très curieuse de savoir. Je suis très curieuse, si vous le permettez, Madame. Vous avez parlé d'un secteur robuste. Ce nouveau projet de loi va permettre de créer un nouveau secteur robuste. Comment définiriez-vous un secteur des médias robuste? Alors d'abord, un secteur qui est structuré, où tout est clair, où droits de journalistes et éditeurs sont protégés. Vous parlez de la fameuse vidéo concernant l'épisode Monsieur Mehdaoui. Je pense que le nouveau texte de loi définit des voies de recours beaucoup plus claires que l'ancien texte. Quand je dis robuste, c'est aussi un transfert de savoir, un vrai encadrement de la petite et moyenne entreprise, et puis permettre aussi à tous les acteurs, aux grands, d'aller voir comment on peut investir ou s'investir au niveau international, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette presse, elle a d'abord une fonction qu'il faut bien qu'elle remplisse. Cette fonction d'encadrer l'opinion publique, les attaques médiatiques que nous avons subies depuis quelques années. Et je suis désolée, des entreprises non structurées qui n'ont pas les moyens de fonctionner et qui n'ont même pas un business model, qui ne connaissent pas ce c'est qu'un business model pour avancer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le CNP prend sa mission au sérieux, avec des personnes capables, avec des leaders capables de gérer, bien sûr, à condition que toutes les parties soient représentées. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, il faut surtout sortir du fait que c'est un courant contre un autre. Non, la presse, c'est un peu, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les professionnels. Le CNP, c'est un peu notre maison à tous, et il va falloir trouver ce consensus, mais avec un texte de loi qui soit fort. Oui. Maintenant, arrêter et contrecarrer cette loi et arrêter les choses aujourd'hui, je pense que c'est un peu chercher à rester dans l'anarchie et dans le chaos. Liberté d'expression, c'est aussi mettre de l'ordre. Et une réforme, c'est pas contradictoire. Très bien. C'est malheureusement un peu ce que essaie de véhiculer le message clé. C'est que nous avons. Il y a beaucoup de contradictions dans ce débat, Madame Jalal. Il faut le dire. Il y a beaucoup de contradictions. Peut-être une réaction de Mohamed Zouar. Je vous reviens à Najiba Jalal. Je suis en totale contradiction avec ce qui vient d'être dit. Ah ben voilà. Voilà, vous parlez de contradiction. Déjà, la situation actuelle, elle est l'œuvre de cette commission provisoire nommée par le ministre. Le scandale est venu d'un comité d'éthique dont tous les membres sont issus d'une seule et même association et qui ont été nommés par monsieur le ministre. Deuxième chose, le Conseil national de la presse est un organe d'autorégulation. Il n'est pas là pour accompagner les petites et moyennes entreprises, il n'est pas là pour s'immiscer dans la gestion des entreprises, il n'est pas là pour porter la voix des journalistes marocains à l'international, il est là pour autoréguler, comme l'Ordre des médecins est là pour réguler la profession. Autoréguler pour garantir l'éthique, c'est pour ça qu'il a été conçu. Alors là, et aussi pour le pluralisme, et aussi pour la liberté de la presse. Donc pour remettre les choses dans leur cadre. Tout à fait. Et ces 3 points sont extrêmement importants. Quand on parle d'éthique, on a cette vidéo qui est scandaleuse et qui est la contradiction chimiquement pure de ce qu'il ne faut pas faire quand on représente un comité d'éthique. Première chose. Sur la pluralité, on se retrouve avec un collège de journalistes qui ne sera que 7, donc en minorité par rapport aux éditeurs. Je suis éditeur, donc je pourrais plaider pour ma paroisse et dire « Non, c'est très bien, ça me convient ». Non, je pense qu'on a toujours fonctionné avec une commission paritaire au sein du ministère de la Communication, à l'époque.
Donc cette commission paritaire était là justement avant le Conseil national de la presse, avant 2018. Et cette commission paritaire était là justement pour représenter les deux parties. Donc il aurait été normal d'avoir cette même pluralité et cet équilibre entre journalistes et éditeurs. Et au niveau des éditeurs, qu'il y ait différentes associations, qu'il y ait différents courants. Nous avons un Parlement où il y a différents courants. Ils arrivent quand même à voter des lois. Pourquoi nous, en tant que profession, en tant qu'éditeur ou en tant que journaliste aussi, on n'arriverait pas à cohabiter justement ce que vous disiez, Madame Jalal, et c'est tout à fait vrai, une seule et même maison, Conseil national de la presse, et ce sont des confrères. C'est-à-dire que ces membres de la commission provisoire, ce sont des confrères, ce sont même parfois, pour certains, des amis. Donc, on ne veut pas être exclusif. Une seule obédience ou une seule association, ou bien que les grosses entreprises, ou bien les petites entreprises. Non. Donc, on a ces aspects que vous avez cités. Le troisième, c'était la liberté d'expression, me semble-t-il. Exact. C'est ce qui a été voulu par notre Constitution. Tout à fait. Et donc, il faut partir du principe que cette autorégulation, c'est justement ne pas avoir recours à la justice. Et donc, garantir le fait que ce secteur n'est plus sous la chape du ministre de la Communication. Parce que la plupart des pays démocratiques n'ont pas besoin d'avoir de ministre de la Communication qui gère la presse. C'est souvent soit le ministère de la Culture ou bien de l'autorégulation, justement. Donc là, on avait justement cette chance qu'on avait réussi à... cette victoire qu'on avait réussi à obtenir tous ensemble, gouvernement de l'époque et profession, en 2018, avoir une autorégulation. Ce n'est pas pour revenir à un système où le Conseil national de la presse deviendrait une sorte de père fouettard, de commissaire pour gérer et taper sur les doigts des journalistes. C'est quand il y a des décisions et quand il doit y avoir des sanctions, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de sanctions, mais quand il y a des sanctions, il faut que cette sanction soit décidée de manière collégiale, un comité d'éthique respectable, avec des arguments, et non pas ce qu'on a vu dans la vidéo, qui est juste scandaleux et qui est le contraire même d'un délibéré pour une décision de sanction contre un confrère. C'est-à-dire que ce qui doit d'abord primer, c'est la liberté d'expression. Et on ne doit arriver à cette sanction de la carte de presse... Alors justement, où placer la limite entre la régulation et la liberté d'expression ? Mais la régulation, ça ne veut pas dire que, comme dans la justice d'ailleurs, la liberté d'expression, elle va avoir des limites. Ces limites, c'est les limites de la loi. Quand vous avez un journaliste, mais là, en l'occurrence, c'était par rapport au fait que la carte de presse lui soit retirée, par rapport à des sanctions. Il faut qu'il y ait une décision collégiale, qui soit, et on a vu le délibéré, il est catastrophique, qui soit argumenté pour dire ce monsieur a fauté, voilà pourquoi il a fauté, il a été sanctionné d'un retrait de la carte de presse d'1 an. Mais c'est la même chose pour une entreprise. C'est-à-dire, moi, éditeur, si j'agis de manière inconvenable avec un de mes salariés, il peut se retourner au niveau du Conseil national de la presse et je pourrais être sanctionné parce que je n'ai pas respecté les droits de ce journaliste, de ce salarié. Et donc, mais ça, il faut que le comité d'éthique, ce comité des sages, justement, il doit être présidé par un sage. On a vu malheureusement les propos injurieux qui ont été tenus dans cette vidéo. On a vu aussi une immiscion dans le pouvoir judiciaire. Et là aussi, c'est grave. C'est grave à la fois pour cette commission, grave pour la profession, mais grave aussi pour le ministre qui a nommé ces personnes dans la commission provisoire. Et donc, on est dans une situation de scandale, de blocage, de gâchis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait que, malheureusement, on ne peut pas construire quelque chose de sain à partir des débris, à partir de ruines. Ce qu'il reste aujourd'hui du Conseil national de la presse version 2018, ce sont des ruines, malheureusement. C'est parce que, justement, il n'y a pas eu assez d'écoute. Je m'inscris en faux avec ce qu'a dit ma collègue, ma consoeur. Si aujourd'hui les syndicats, le SNPM, il faut savoir qu'aujourd'hui, le président de la commission provisoire est issu de ce syndicat. Le SNPM, Syndicat national de la presse marocaine, s'oppose à cette loi. Pas que. L'UMT, la CDT, l'AFMEJ. Donc ça fait quand même beaucoup de voix contradictoires. De voix contradictoires, d'organisations sectorielles. Sans parler des voix contradictoires au Parlement. Sans parler des partis politiques, bien sûr, et des organes aussi au niveau des groupes, au niveau de la Chambre des conseillers. Exact. Najiba Jalal, en sachant que, bien sûr, il n'y a pas eu vote
lundi, ça a été reporté. Et même pour les discussions à la Chambre des conseillers, ça a été reporté une nouvelle fois. Najiba Jalal, une réaction et aussi par rapport aux moyens dont dispose le CNP pour lutter contre notamment la désinformation, parce que c'est aussi un des rôles, pas des fonctions, mais un des rôles de ce Conseil national de la presse. Je vais quand même, vous allez me permettre de répliquer à M. Zouak. Quand la fonction, quand je parle d'évolution de la petite et moyenne entreprise, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un paysage médiatique qui n'est pas structuré. Il y a beaucoup d'entreprises, je n'ai pas les chiffres, mais le CNP avait d'ailleurs présenté des statistiques sur la question. Et donc, quand je dis qu'ils vont les accompagner, en les aidant à se structurer, à se mettre aux normes, c'est forcément une évolution pour le secteur. Maintenant, pour cette vidéo de M. Medaoui avec le comité d'éthique, je suis désolée, on ne peut pas non plus, c'est-à-dire nous arrêter sur l'action de personnes. C'était bien des personnes. Ils ne représentent pas tout le monde. C'est je ne suis pas là pour les juger, ni pour juger Medaoui. C'est bien entre les mains de la justice, mais on ne va pas bloquer le processus de loi pour un secteur en entier, parce qu'il y a eu des actions de personnes qui n'engagent que ces personnes, en fait. Qui bloque, Madame Jalal? Qui bloque? Aujourd'hui, c'est-à-dire que toute la discussion aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà expliqué au départ... C'est au niveau de la Chambre des conseillers. Tout le blocage. Quel blocage? Juste pour qu'on informe aussi nos téléspectateurs. De quel blocage, Najiba Jalal? Quel blocage? Je ne vois pas où se trouve le blocage. Le texte du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui est entre les mains des conseillers. Monsieur le ministre a fait une présentation devant ces mêmes conseillers lundi. Mais vous parlez d'un blocage, je suis vraiment curieuse de savoir où se trouve le blocage. De la machine législative. Je parle de ce blocage de nos confrères qui aujourd'hui demandent justement le retrait de ce texte de loi. C'est là où je fais appel un peu à la sagesse de tous ces confrères de dire qu'il y a eu des actes isolés de personnes nommées, connues, le dossier est entre les mains de la justice, mais il faut avancer. Donc, il faut trouver un consensus autour de ce qui est en train de se passer. Heureusement, d'ailleurs, que la machine législative ne s'arrête pas sur des détails. Voilà. Alors, justement, ils s'arrêtent sur les détails, parce que là, ils sont en train de discuter les détails vraiment de ce projet de loi qui est passé un peu très discrètement, d'ailleurs, il faut le dire, en juillet dernier à la Chambre des représentants. Mais juste pour dire, par rapport à la concertation que vous évoquiez tout à l'heure, le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis, a déploré un manque de concertation. Alors, c'est pour ça que, est-ce qu'on peut encore parler, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une réforme co-construite avec la profession? La preuve, c'est qu'il y a encore, il y a même, je pense, il y a même les réformes, enfin les propositions qui sont encore là, je pense que ça va, ils ont étalé un délai pour recevoir toutes les propositions avec un délai ouvert, ils n'ont même pas donné de date. Oui, donc, absolument. C'est bien. Moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avancer dans ce sens, rester dans le débat, voir une manière pour arriver à une configuration où tout le monde y trouve son compte. Il ne s'agit pas, mon message, il ne s'agit pas d'un combat entre courants, c'est bien l'avenir, c'est notre avenir à tous. Voilà, c'est vraiment ça le message. Maintenant, bloquer et revenir sur la fameuse vidéo, la fameuse vidéo engage des personnes nommées, connues, le dossier est entre les mains de la justice. Il y a beaucoup à dire sur la manière dont ça a été diffusé, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'en parler puisque c'est entre les mains de la justice. Voilà. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la position d'autres éditeurs qui sont complètement d'accord avec la loi et d'autres qui voient qu'il faut bien y avoir quelques modifications. Et je pense que le débat est ouvert. Il n'y a aucune raison de dire qu'on n'arrivera pas à trouver un consensus. Très bien. Voilà. Alors, Oui, je vous laisse finir. Vous m'avez parlé un peu de tout ce qui est fake news et là aujourd'hui c'est un peu dans le milieu du numérique, l'activité des journalistes sur les réseaux sociaux. Bien sûr que le CNP a un rôle à jouer en définissant les règles de fonctionnement. Est-ce qu'il a les moyens techniques pour cela? Est-ce que ce Conseil national de la presse, selon vous,
a les moyens techniques pour lutter contre la désinformation? Pour les moyens techniques, ils peuvent les mettre en place. Maintenant, il faut avoir les compétences qui vont suivre. C'est pour ça que je vous dis, tout se jouera sur quel est le degré de maturité de toutes ces personnes qui vont arriver au siège, comment ils vont gérer, comment ils vont aborder, est-ce qu'ils vont faire appel à des compétences, est-ce qu'on va rester dans une configuration de je vais appeler mon ami pour le mettre. Tout est possible. Maintenant, il y a d'autres moyens plus classiques, comme déjà détecter ces fake news, essayer d'informer les journalistes et les éditeurs membres du Conseil pour commencer déjà à limiter la portée de la fake news. Maintenant, techniquement, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité? Ça dépendra du choix des collaborateurs ou des personnes qui vont être là-bas. C'est pour ça que je dis que c'est les profils qui vont être sur place. Voilà le paramètre le plus important. Et voilà le sujet que nous, acteurs, on devrait débattre. Qui c'est qui va être au CMP? Peu importe qu'il soit issu de l'association, qu'il soit issu de la FMEJ, ou qu'il soit issu d'ailleurs, ou qu'il soit issu du syndicat ou pas. Quelles sont leurs compétences et leur capacité à pouvoir se détacher de leurs petits intérêts et être à l'écoute du secteur et à l'écoute de tous les confrères pour avancer. Voilà, c'est ça un peu. Est-ce que vous pensez qu'une réforme sans consensus peut réussir dans une profession déjà fragilisée, Najiba Jalal? Fragilisée, écoutez, moi j'aime pas quand on dit vous êtes journaliste. Souvent on nous dit le journalisme n'existe plus, les journalistes d'aujourd'hui ne sont pas comme se dire. Non, je pense qu'il y a encore de très bons indicateurs. Les plus grands débats sont soulevés par nos confrères. Nous avons des plumes. On a encore un long chemin à faire pour non, mais vous parliez tout à l'heure de restructuration des petites entreprises, vous parliez d'entreprises de presse qui n'ont pas de business model. Donc vous conviendrez quand même que le secteur est fragilisé. Ce n'est pas propre au Maroc, c'est dans le monde entier. Que ce soit dans les plus grandes démocraties, pour ne citer que les États-Unis, ou ailleurs. Écoutez, c'est un secret pour personne que j'ai été la première journaliste à déposer plainte contre le CMP en 2021 au CNDP. Voilà. Parce que j'estimais que nos données personnelles fuitaient. J'ai eu quelques expériences en tant qu'éditrice. Donc, j'ai critiqué bien des choses. Mais aujourd'hui, il y a un petit bout de chemin qui a été fait. Il faut avancer. Il faut capitaliser sur ce que nous avons déjà et trouver le consensus. C'est pour ça que j'ai dit tout au début. Pas de réforme sans consensus, vous en convenez? Pas de réforme sans consensus, Najiba Jalal, vous en convenez? Pardon? Pas de réforme sans consensus, c'est ce que vous venez de dire. Là, j'ai pas dit réforme sans consensus. Non, vous avez dit qu'il faut trouver un consensus pour la réforme. Donc en fait, c'est juste... Oui, bien sûr, et je pense qu'au Parlement, enfin la Chambre des conseillers, ils sont toujours ouverts pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont rallongé le délai de réception des propositions des syndicats et des partis d'opposition. Ils ont prolongé ce matin. Je ne sais pas si M. Zouak l'a reçu, mais moi j'ai reçu le document. La séance devait se tenir lundi. Et ils ont prolongé le délai de réception de toutes les contre-propositions. Donc je pense que le débat est toujours ouvert et il faut arriver à un consensus. On espère que... Mais au-delà du texte de loi, je le redis encore, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est nous avons besoin d'un CMP apaisé, qui va évoluer ça sert à rien d'avoir le meilleur texte de loi si les équipes ou les confrères ne sont pas en paix entre eux-mêmes. Ça aussi, c'est un message très, très important à passer à tout le monde. On a besoin de dépasser les tensions. On a réellement besoin aujourd'hui de dépasser les tensions parce que sinon, c'est quand même ce projet qui nous a réunis, qui est quand même une victoire pour le secteur, ce projet d'autorégulation qui va être capoté. Donc, vous me l'accorderez bien. Si aujourd'hui chacun met du sien, il n'y a pas de raison. Moi, je pense. Bon, il y a consensus là-dessus. Voilà un point sur lequel on est d'accord. Et effectivement, il y a une crispation, une cristallisation autour de ce projet de loi. Il y a une opposition qui est quand même assez large, un front, et d'ailleurs qui n'a pas attendu la vidéo de Mahdaoui, puisqu'il y a eu un communiqué commun de plusieurs organisations, syndicats, bien avant, pour critiquer à l'époque où le texte de loi était au niveau de la Chambre de représentants. Donc on n'a pas attendu la vidéo. Attention, ce n'est pas une question de personne. Il y a une opposition
sérieuse, fondamentale, par rapport à ce texte de loi, de la majeure partie des acteurs du secteur, d'abord. Et ensuite, il y a eu effectivement ces derniers mois une autosaisine ou une prise en main de certaines institutions, vous avez parlé du CNDH et de CESE, qui ont critiqué aussi. Donc, on est vraiment, si on cherche le consensus, le ministre doit effectivement revoir sa copie, laisser justement le débat se faire, et c'est très bien qu'il y ait eu un report, et j'espère qu'il y aura des amendements de la part des partis d'opposition, voire même des partis de la majorité, pourquoi pas, différents élus qui pourraient participer. Je sais que certains syndicats, certaines organisations d'éditeurs ont rencontré des élus pour leur apporter justement les doléances, les critiques et les propositions. Il n'y a pas une organisation qui n'a pas des propositions prêtes, des critiques point par point de ce texte de loi. Donc on est vraiment dans quelque chose de constructif, attention. Est-ce qu'il faut prendre toutes les recommandations? Non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui explique cette polarisation de toutes les représentativités? C'est récent. C'est récent. D'où vient cela, selon vous? Avant, il y avait une opposition qui, moi aussi, que je ne comprenais pas, qui était les journalistes versus les éditeurs. Oui. Bon, parce que vous êtes les patrons. Enfin, c'est normal. C'était presque une opposition marxiste-léniniste. Donc il y avait le capital et il y avait... Capitaliste, voilà, marxiste. même si beaucoup d'éditeurs sont aussi journalistes. Oui. Et cette opposition a changé. Et on est passé à un éclatement de la représentation des éditeurs, où à partir de 2020, une association s'est créée, a fait sécession de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux et qui a regroupé un certain nombre d'acteurs. Et ces acteurs-là ont fait du lobbying, et c'est tout à fait leur droit. Attention, quand je dis du lobbying, je ne critique pas. Ils ont fait du lobbying par rapport à leurs intérêts, qui divergent, c'est plutôt des grosses entreprises, qui divergent de la FMEJ, qui a toujours eu vocation, qui est la fédération historique représentative des éditeurs, depuis 24 ans, je crois, si je ne me trompe, et qui a la première antenne régionale de la FMEJ, elle se situe à Laayoune. Il existe depuis, je n'ai plus la date exacte, mais déjà depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, cette Fédération marocaine des éditeurs de journaux a des représentations régionales dans, je crois, toutes les régions, sauf Casablanca et Rabat, parce que de toute façon, nous sommes représentatifs de cet axe-là, la majorité des organes de presse. Mais justement, pour représenter les petits acteurs dont parlait Madame Jalal, pour certains qui sont structurés, pour d'autres, effectivement, qui ne sont pas structurés, et que nous avons déjà accompagnés pour se structurer, en leur disant, mais attention, si vous voulez être membre de la FMEJ, vous devez avoir certaines conditions. Et donc, ils ont fait l'effort de mise à niveau pour pouvoir adhérer à la FMEJ. Et justement, cette représentation de la presse régionale, des médias régionaux, elle nous tient à cœur. Et donc il y a ce schisme, d'une certaine manière, entre des gros organes de presse et puis la FMEJ, où il y a quelques organes de presse, on va dire, d'une taille importante, et beaucoup, effectivement, de petits acteurs. Et nous, vous savez, le contrat-programme entre le ministère de la Communication, à l'époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, le contrat-programme entre le ministère de l'Éducation et justement les syndicats de la presse, la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, la vocation de ce contrat-programme, c'était justement la structuration des entreprises de presse et l'amélioration des conditions du journaliste. Et c'est ne pas laisser les petits médias avec leurs journalistes sur le bord du trottoir. C'est les accompagner, mais dès le départ, non pas dire « Ah mais attendez, seront membres désignés que ceux qui ont une certaine taille ». Pourquoi ? Je ne vois pas en quelle raison il y aurait une sorte de droit censitaire parce que nous avons tel chiffre d'affaires. Parmi les recommandations aussi du Conseil économique, social et environnemental, là je vais revenir au point évoqué tout à l'heure par Najib Jalal, c'est le renforcement de la viabilité économique via de nouveaux mécanismes. La viabilité économique de ces petites entreprises de presse. Donc, c'est un défi aussi de soutenir ces entreprises-là. Comment, concrètement, est-ce qu'un Conseil national de la presse peut... bien sûr, il y a la formation continue, ils sont en mesure de suivre cela, mais comment aider
à revoir le business model d'une entreprise? Alors, il y a un mécanisme qui date d'ailleurs du contrat programme. Qui a 20 ans. Voilà, je pense qu'avec le numérique et la tout à fait, qui a changé. Mais ce mécanisme-là, il est toujours valable. C'est la subvention publique qui n'est pas spécifique au Maroc. Beaucoup de pays ont une subvention pour la presse en estimant que ce ne sont pas des entreprises lambda, mais qu'elles ont un rôle dans la construction démocratique et dans le pluralisme, peut-être. Le pluralisme et l'opinion publique, l'accompagnement dans la fabrication de l'opinion publique. Cette subvention avait vocation justement avec un plancher, c'est-à-dire une entreprise qui se structure, qui paye ses impôts, qui cotise à l'AMO, etc. pour ses journalistes, eh bien a droit à un montant avec un plancher qui permettait justement à cette entreprise d'aller, de se structurer. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises, ces 20 dernières années, se sont structurées. Parce qu'on parle aujourd'hui des sites Internet. Il y a 20 ans, on parlait de la presse papier qui n'était pas structurée. Et donc ça a permis beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, ce qui a été à un moment voulu, c'est que ces subventions-là changent avec un plancher qui est beaucoup plus haut au niveau du chiffre d'affaires et qui excluait de facto beaucoup de petits médias avec un chiffre d'affaires qui n'était pas suffisant. Et nous, on a bataillé justement au sein de l'AFMEJ avec les syndicats pour faire évoluer ces critères d'octroi de la subvention parce qu'on estime que c'est pas parce que plus on est gros, moins on a besoin de ces subventions. Et donc, ça doit être plafonné. Il n'est pas normal qu'une entreprise qui gagne bien puisse avoir Qu'est-ce qu'une entreprise qui gagne bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une entreprise dans le secteur? C'est une entreprise qui fait un bénéfice. Voilà, si on veut une définition basique et très... Il n'y a pas en chiffre d'affaires, en fait. Si vous faites du bénéfice, ça veut dire que vous allez bien. C'est que la santé financière de l'entreprise est bonne. Sinon, parce que vous diriez que beaucoup ne font pas de bénéfice. Malheureusement, sans la subvention, beaucoup seraient déficitaires et beaucoup auraient mis la clé sous la porte. Et donc pour nous, l'élément le plus important, c'était effectivement de soutenir la structuration dans ce mécanisme-là, parce que c'était votre question, le mécanisme de la subvention, qui est le principal. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc beaucoup de petites entreprises médiatiques ne pourraient pas subsister s'il n'y avait pas cette subvention. Et donc il faut continuer à les aider. On a besoin d'une presse forte à Oujda, on a besoin d'une presse forte à Tanger, à Khouribga, à Laayoune, à Boujdour, à Dakhla, etc. Et donc ça, c'est important de le maintenir et ne pas se dire, attendez, on veut juste des champions nationaux avec des grands groupes médias, mais on laisse tomber les petits. Non, il faut les deux. Les deux, mon capitaine. Donc, avoir des grands groupes, pourquoi pas? On n'est pas contre. Et donc, on n'est pas contre, justement, ces grands groupes médias. Et d'ailleurs, certains font partie de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux. Mais il ne faut pas oublier, sur le bord du chemin, ces petits acteurs qui jouent un rôle extrêmement important. On l'a vu pendant les manifestations de la Gen Z, on l'a vu sur la question du Sahara à l'ONU, on l'a vu sur différentes questions d'actualité ou de sujets sociétaux, on a vu que la presse régionale, elle a un rôle et elle est aussi importante et elle doit subsister. Et c'est nous aussi, les patrons de presse nationaux un peu plus gros, de faire attention et de batailler aussi pour leurs acquis et leurs droits, comme ça a été fait il y a une vingtaine d'années. Oui, il s'agit aussi, Najiba Jalal, de la régulation de ces nouveaux moyens de s'informer, notamment au niveau local, ce qui m'amène aussi à ce point essentiel de la carte de presse. Najiba Jalal. Écoutez, la carte de presse, je pense qu'aujourd'hui, les démarches qui ont été, la machine est très rodée au niveau du Conseil national de la presse. Toutefois, il y a un grand mystère aujourd'hui autour de qui c'est qui a réellement obtenu une carte de presse. Je ne sais pas si vous le savez, le CNDP avait justement demandé au Conseil national de la presse de publier la liste. Jusqu'à aujourd'hui, le CNP fait blocage. La commission, par la suite, l'a fait aussi. Il y a des critères administratifs bien déterminés. Donc, logiquement et en apparence, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne très bien. D'un autre côté, il y a beaucoup de mystères aussi qui enveloppent l'octroi de ces cartes à des personnes qui ne sont pas soumises aux mêmes conditions. L'histoire de la carte de presse annuelle est une question aussi qui a été soulevée. Certains
certains confrères pensent que c'est un peu c'est-à-dire pour suivre un peu l'évolution du journaliste et de l'éditeur et de savoir comment se porte son salaire ou sa santé financière quand il s'agit d'éditeurs. Mais effectivement, c'est un peu lourd. Je pense chaque année, c'est un peu lourd pour l'opération. C'est-à-dire que quelqu'un qui est journaliste cette année, il ne faut pas s'attendre qu'il soit médecin l'année qui suit. À moins que la carte ne lui soit retirée, en effet, c'est ça, en fait. Changer de métier. Non, par le même CNP parce que... Exactement, pour comportement qui ne soit pas conforme aux valeurs, à l'éthique aussi de la profession. Et on a besoin de cette sanction. Il y a un autre mécanisme pour vérifier ça. On n'a pas besoin. C'est-à-dire quand il y a des dérapages, il y a des actions, il y a des procédures, il y a des recours. Tout cela est possible. Maintenant, suivre effectivement et être obligé de partir chaque année avec une procédure lourde pour récupérer la carte, ne pas avoir accès aux autres qui ont justement ces cartes de presse. Je ne sais pas si vous êtes au courant des difficultés que nous avons eues comme journalistes, comme éditeurs. Certains ont eu beaucoup de difficultés à retirer leurs cartes pour des raisons qui ne semblaient pas toujours très, très cohérentes. Un mot de la fin. Madame, je commencerai par vous, Najiba Jalal. Vraiment, si on devait sortir de cette émission avec une seule idée principale, en quelques mots. L'idée principale pour moi, je pense que ce projet représente vraiment un second souffle. Il faut continuer dans la voie du consensus, essayer de voir un peu les propositions de tout le monde, tenir bon et essayer d'apaiser les esprits, essayer surtout de trouver un moyen d'entente entre les différents acteurs. M. Zouar a mis le point sur sur ce qui a réellement déclenché le désaccord depuis 2020. Je pense aujourd'hui, sincèrement, que c'est du dépassé. Il faut arriver à discuter. Il faut arriver aussi à comprendre que le secteur n'appartient à personne en particulier. Et dès qu'on aura un peu de ça dans notre petite tête, je pense que les choses se passeront très, très bien entre les différents confrères et aussi facilitera énormément l'avancement des choses pour arriver à une configuration du CNP qui puisse vraiment propulser la presse de là-haut. Alors, le secteur de la presse est un secteur un peu particulier qui ne concerne pas, et tout ce débat-là ne concerne pas que les journalistes. Il concerne aussi l'opinion publique, tous nos concitoyens. Et on l'a vu avec les millions de vues qui ont été générés suite au scandale dont on a parlé de cette commission provisoire et de ce comité d'éthique. Il est extrêmement important à l'heure où on est sur des mutations profondes dans le secteur des médias, avec peut-être aussi des menaces très importante sur le secteur du journalisme et le salariat, c'est-à-dire les moyens de subsistance des journalistes et le modèle économique des entreprises de presse. Il est quand même très dommageable d'être dans cette opposition, dans ce débat, dans ce scandale aussi. C'est comme si on n'avait rien fait. Malheureusement, on est revenu en arrière, alors qu'en 2018, on avait quand même quelques acquis et on aurait pu construire à partir de ces acquis. Et donc, il est extrêmement important de revenir à la raison et de faire un effort, à la fois le politique, avec Monsieur le ministre, et bien évidemment les parlementaires qui sont en train d'étudier cette loi, mais aussi évidemment les acteurs de la presse, les syndicats de journalistes, les éditeurs, pour essayer de reconstruire une institution qui soit respectée déjà par nous, journalistes, nous, patrons de presse, mais aussi redonner un petit peu les lettres de noblesse à cette profession, parce que nos concitoyens sont de plus en plus, malheureusement, il y a une sorte de défiance vis-à-vis des médias et vis-à-vis des journalistes, et on a besoin de reconstruire ce lien. C'est extrêmement important et c'est notre responsabilité. Exactement, et ça se joue à cette Chambre des conseillers qui donc planche sur ce projet de loi 26-25 relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse, et on en a parlé à bâton rompu dans cette émission. Merci encore une fois, Si Mohamed Zouar, d'y avoir apporté votre touche et d'avoir rappelé l'essentiel et les faits. Merci à vous également, Najiba Jalal, d'avoir contribué à y comprendre un peu mieux
à la situation de la presse et du journalisme dans notre pays. Merci encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.